2 ans avant les événements de Suez, j'avais été chargé de mission en Haute-Égypte par la section archéologique du Louvre afin de continuer les fouilles entreprises par mon camarade Jean Paré et interrompues par sa mort tragique et mystérieuse. En survolant le Caire et en contemplant de haut cette ville s'étirant à l'infini, je songeais à ce qu'elle fut il y a seulement un demi-siècle, encore vivante d'un passé chargé de légendes. Maintenant, là plus qu'ailleurs, la civilisation accomplissait son œuvre de destruction. La vague immense des buildings modernes écrasant sous son étreinte de pierre tout ce qui avait fait la grandeur de l'Égypte. Seules, les pyramides demeuraient invincibles, éternelles, témoins d'une prodigieuse histoire. Quand je suis arrivé, la chaleur était telle que le désert semblait pétrifié. Et c'est dans un isolement complet que j'ai pu prendre contact avec la grandeur de l'époque pharaonique. Devant ces immenses blocs de pierre se dressant dans le ciel, bornes gigantesques marquant le départ de la civilisation égyptienne, on s'étonne que brusquement dans l'histoire des hommes, cet empire ait pu s'écrouler dans l'oubli durant plus de 10 siècles. Et la plus étonnante des civilisations disparaître de la surface de la Terre. Des ruines dispersées sur des milliers de kilomètres subsistent seules, dévoilant la perfection d'un art jamais égalé. Et le Sphinx, allongé au seuil du désert, veille pour l'éternité sur l'énigme de l'empire des pharaons. J'arrivais à une époque passionnante. L'archéologue Kamel El-Malek venait de faire une étonnante découverte. Au pied de la pyramide de Khéops, sous les dalles de granit piétinées chaque jour par des centaines de touristes, il parvenait à mettre à jour une barque solaire datant de la seconde dynastie. Il lui fallut des mois d'efforts, car d'énormes blocs de pierre l'avaient préservé des atteintes du temps. On peut imaginer l'émotion du savant devant cette barque symbolique sur laquelle, selon la religion égyptienne, les pharaons, après leur mort, croyaient naviguer sur l'océan céleste et pour l'éternité. Quelques jours après, à Saqqara, Zakaria Gonem découvre à plus de 100 mètres dans les entrailles de la terre le sarcophage d'albâtre d'un pharaon qui régna au début de la civilisation égyptienne. Tout cela me rendait plus impatient de rejoindre mon poste, afin d'achever l'œuvre de Jean Paré, car au moment de sa mort, il était à la recherche des couloirs secrets pouvant conduire au trésor de Séti Ier. J'ai remonté le cours du Nil, où sur des milliers de kilomètres l'empire des pharaons avait étendu sa puissance, et où des vestiges grandioses subsistent encore un peu partout, jusqu'aux confins du désert de Libye. Le temple de Komombo, au nord d'Assouan, d'une harmonie pleine de noblesse, élevé à la gloire d'Aménophis Ier, est un des plus purs joyaux de cette époque incomparable. Revenant vers le nord, je me suis arrêté à Karnak, la plus gigantesque réalisation de l'architecture humaine. Grâce à l'archéologue français Chevrier, est ressuscité du passé. Après 30 ans d'efforts et de ténacité, avec des moyens rudimentaires, pierre après pierre, il est parvenu à redresser ces ruines effondrées dans la boue du Nil. Karnak, où rien n'était trop grand ni trop beau pour immortaliser les puissants pharaons qui s'y sont succédés et qui étaient adorés à l'égal des dieux.
Sur les murs de ces temples et de ces colonnades, les plus imposantes de toute l'Égypte, gravés dans la pierre sont racontés ce que fut la vie de ces rois, leurs exploits guerriers, leurs victoires, leurs défaites, ainsi que leur vie privée. Véritable page d'histoire que les archéologues ont déchiffrée avec avidité. Et comme dans le passé se dressent maintenant, aux portes de Karnak, les deux statues démesurées de Ramsès II, le grand parmi les grands. Une allée de plusieurs kilomètres, bordée de béliers symboliques, reliait Karnak à Luxor, tandis que sur l'autre rive s'étendait Thèbes, la ville aux 100 portes, au seuil de cette vallée des rois si évocatrice d'une histoire légendaire, qui était le terme de mon voyage et dont j'apercevais au loin les premiers contreforts. Durant la traversée du Nil, je commençais déjà à découvrir un autre monde. Quand je suis arrivé, c'était jour de marché. Là, séparé du monde civilisé seulement par la largeur du fleuve, tout semblait vivre en dehors du temps. C'était maintenant un retour émouvant vers la vie primitive des premiers âges de l'Égypte. Dans l'unique café arabe ouvert à tout vent où j'étais allé chercher un peu de fraîcheur, on m'a désigné Ali Abdel Massoul. Cet arabe, grand seigneur, qui régnait sur toute la région, était le descendant de ce fameux Abdel Massoul qui avait découvert, caché dans un souterrain creusé dans la montagne, les 43 sarcophages des plus puissants pharaons qui font aujourd'hui la fortune du musée du Caire. Son activité était assez suspecte, et autour de lui ce n'était que palabres et marchandages dont j'étais loin à ce moment de connaître les raisons. Dans l'après-midi, la voiture du camp est venue me chercher. Durant le long trajet pour m'amener à pied d'œuvre, je regardais autour de moi cette nature insolite, à mesure que je m'enfonçais vers cette vallée écrasée sous le poids d'un passé vertigineux, avec ses légendes, ses mystères, ses maléfices.
Descendantes directes des peuples primitifs, les femmes venaient inlassablement puiser l'eau. Cette eau, source de vie dans cette nature où rien ne semblait vivre. Plus loin dans le désert subsistaient les vestiges grandioses de Thèbes dressés au seuil de la vallée. On retrouve partout l'effigie de Ramsès II, tenant dans ses mains le symbole de la puissance et de la sagesse. Derrière ces ruines, sur cette terre désolée, plus morte encore que les morts qu'elle renferme, subsiste le vieux village de Gourna. Du temps des pharaons, il abritait les artisans qui creusaient les tombes et les artistes qui les décoraient. Déjà, certains d'entre eux n'hésitaient pas à dérober les trésors que la piété des Égyptiens avait ensevelis. Et aujourd'hui, rien n'avait changé. Ses habitants étaient demeurés les mêmes. Plus tard, je les ai reconnus, immortalisés sur les fresques décorant les tombes. Ce chant venant des profondeurs du passé, rendant grâce aux dieux de leur accorder le soleil et la vie, accompagnait inlassablement le dur labeur de ces hommes. Travaillant de la même manière sous le soleil incandescent avec des moyens rudimentaires, ils arrachent péniblement à ce seul style le pain quotidien. C'est à proximité de ce village perdu qu'habitait Ali Abdel Massoul, dans une sorte de maison fortifiée, vivant dans l'opulence et le confort, fruit de son activité clandestine. Avec la complicité de quelques habitants de Gourna, depuis des années, il fouille sans répit ce sol qui n'a pas de secret pour lui. Et durant la saison torride où cette région déshéritée est relâchée de toute surveillance, il devient le pourvoyeur de certains antiquaires sans scrupules. Lorsque je suis parvenu au terme de mon voyage, au temple de Deir el-Bahari, mon imagination était prête à croire que dans cette partie du monde pût encore exister l'aventure. C'est là que la mienne devait commencer. Je savais que l'architecte qui avait construit ce palais grandiose, amoureux de la reine Hatshepsut, s'était attaché à symboliser dans l'élégance de ses colonnes et la finesse de ses décorations toute la grâce de sa souveraine tant vénérée.
À peine arrivé, conduit par l'ancienne équipe de Jean Paré, je me rendais sur les lieux de ces travaux avec une impatience que je ne pouvais maîtriser. Il avait accompli un effort surhumain, creusant profondément ce sol calciné où demeurait tant de secrets. Insensible à la chaleur et à la fatigue, j'ai repris son œuvre au point où elle avait été interrompue. Jean Paré avait acquis la certitude que non loin du temple funéraire de Séti Ier, élevé dans la plaine de Thèbes, devait exister un souterrain conduisant jusqu'à son tombeau. Et dans ce souterrain, probablement la chambre de ses trésors. Trésors que les archéologues du monde entier recherchaient en vain. Chaque jour, on dégageait un passage, une salle, un couloir. Et chaque jour, c'était de nouvelles découvertes dans ce véritable labyrinthe souterrain. Et un soir, ce fut la révélation. Un fragment de marbre, où demeuraient à peine visibles les traces d'un plan, confirmait qu'un long souterrain existait, reliant à travers la montagne de Deir el-Bahari, le temple de Séti Ier à son tombeau, au fond de la vallée des rois. Mais il dévoilait que sa véritable entrée, dissimulée dans le roc, se trouvait de l'autre côté, au fond de la vallée des singes. Alors, sans hésiter, j'ai organisé une lointaine et pénible expédition dans la région la plus hostile du monde. Dans un décor et par une chaleur d'enfer, nous avons creusé, fouillé durant des semaines sans relâche, dans un isolement total, couchant sous la tente, ravitaillé sommairement par la voiture du camp qui devait s'arrêter à plusieurs kilomètres de là. انت هو يلا يا جدع شهد شد حيلك يا شيخ محمود شد حيلك يا شيخ حسن يلا جواب شهيله يا رجالي شهيله ربنا يعينكم يلا Et un jour, ce fut tout à coup la certitude que nous avions atteint notre but. Selim est venu m'avertir que ces hommes avaient dégagé une entrée souterraine. Saisis d'une crainte et d'une émotion inexprimables, nous nous sommes engagés tous les deux dans ces dédales où, depuis des milliers d'années, aucune présence humaine n'avait troublé le silence. Au mur, des décorations encore intactes, racontant la vie de l'au-delà, nous prouvaient que nous étions dans les couloirs d'une sépulture. Nous avons erré dans des salles à demi obstruées, où gisaient pêle-mêle des statues, des vases, des sarcophages abandonnés.
Impatients, nous sommes remontés à la lumière. Mais au moment de donner des instructions pour continuer notre effort, j'ai eu le sentiment très net que nos hommes avaient changé brusquement d'attitude et marqué de la répugnance à reprendre le travail. Tandis que se déroulaient ces événements dans le fond de la vallée des Rois, une felouque, dans la chaleur écrasante de l'été, descendait péniblement le Nil. Une jeune femme, seule, accomplissait courageusement la dernière étape d'un long voyage qui devait la conduire jusqu'à moi. C'était la sœur de Jean Paré. Elle m'avait écrit pour m'annoncer son arrivée, mais isolée du monde comme je l'étais, sa lettre ne m'était pas parvenue. Depuis longtemps, elle aspirait à connaître cette vallée où son frère avait vécu des moments si passionnants et pour lesquels il avait donné sa vie. Elle espérait me trouver dans l'ancienne demeure où Carter avait vécu si longtemps avec son équipe, dans un isolement complet jusqu'à la découverte de Toutankhamon. Elle savait que j'avais choisi cette maison comme lieu de repos, et c'est là que nous recevions des nouvelles du monde. Le lendemain, le chauffeur de la voiture assurant notre ravitaillement la conduisait jusqu'au camp que nous avions dressé à la limite de la piste. Elle devait m'avouer plus tard son angoisse devant la grandeur et la désolation de la nature qu'elle découvrait à mesure que la voiture s'enfonçait dans cette vallée du silence. Parvenue au camp, elle dut accomplir à cheval sa dernière étape, guidée par le petit Arabi. Pendant ce temps, je continuais ma tâche avec obstination, ne quittant plus la vallée ni mes hommes dont le moral semblait faiblir de jour en jour. Un pressentiment, une sourde inquiétude que je ne savais définir me poussait à faire vite. Et ce matin-là, tandis que je consultais notre plan, un terrible accident survint. La roche, pourtant bien étayée, s'était effondrée, ensevelissant plusieurs travailleurs qu'on dégagea à grand-peine.
Il y eut quelques blessés graves. Je les fis transporter jusqu'à la voiture afin qu'ils soient conduits à Luxor. C'est alors que mon chef de chantier vint me faire part de ses craintes. La mort de Jean Paré, retrouvé écrasé au fond d'un puits, avait laissé dans l'esprit de nos hommes le sentiment que leur Dieu punissait les profanateurs de tombes. تعالوا شوفوا حصان جاي من بعيد. Lorsqu'on m'annonça l'arrivée d'un cavalier, j'étais bien loin de me douter que c'était la sœur de Jean Paré. J'admirais son courage de s'être aventurée toute seule dans un tel voyage, et je m'excusais de n'avoir pu aller à sa rencontre, retenu par les événements qui venaient de survenir. Le jour baissait déjà, il fallait diriger les blessés jusqu'au Nil. Le trajet serait long et je savais que la voiture ne pourrait revenir que le lendemain. Daniel Paré, malgré sa fatigue, me demanda à connaître les lieux de nos récentes découvertes. D'assez mauvaise grâce, d'abord, je l'ai conduite vers la brèche nouvellement ouverte. C'est durant notre absence que le chantier se trouva entièrement abandonné. J'ai su bien plus tard les vraies raisons de cette désertion. Abdel Massoul voulait à tout prix nous voir interrompre nos recherches. Il avait su introduire dans notre équipe des éléments chargés de démoraliser ces hommes accessibles à des crânes occultes. Et bientôt, dans la vallée, ce fut la fuite, malgré les efforts de mon fidèle Selim pour retenir nos gens saisis de panique. Tandis que j'accueillais Daniel Paré, j'étais loin de me douter d'un tel abandon. J'ai entraîné la sœur de Jean dans la profondeur des couloirs que nous avions découverts, lui faisant partager l'émotion qui nous avait saisis au moment où nous nous sommes enfoncés pour la première fois dans ces souterrains. Je lui disais, lorsque nous avons pénétré dans cette première salle, tous les mystères de la religion égyptienne décorant les murs nous prouvaient que nous avions découvert le tombeau d'un pharaon. Mais aucune inscription ne nous indiquait son nom. Avec fièvre, nous avons continué à creuser, à fouiller, allant toujours de l'avant avec plus d'impatience. Et nous sommes parvenus jusqu'ici. Dans cette salle, les travaux de décoration avaient été abandonnés. Pour quelle raison? Nous ne le saurons jamais. Tant de bouleversements, tant d'invasions ont interrompu durant des siècles les règnes despotiques de ces rois d'Égypte. Regardez, on voit encore ici la méthode de travail des artistes anonymes qui ont laissé tant de preuves de leur génie. Ils dessinaient d'un trait sûr, stylisant la nature. On voit encore parfois les rectifications apportées au dessin. Ensuite, ils attaquaient le relief. Voyez ce panneau inachevé.
Nous allions de révélation en révélation. Nous n'avions jamais vu jusqu'ici des bas-reliefs taillés dans le roc atteignant un tel degré de finesse et de perfection. Le mystère entourant ces fresques inconnues n'est pas encore éclairci. Et nous sondions les murs sans arrêt lorsqu'un jour, un coup de pioche contre le roc a ouvert cette brèche, qui nous a révélé l'existence d'un couloir en contrebas. C'était probablement celui que nous cherchions depuis toujours, celui qui nous conduirait vers le tombeau de Séti Ier. Et après bien des détours et des tâtonnements, nous y sommes parvenus en effet. C'était bien la salle contenant le sarcophage de Séti Ier, découvert autrefois par Belzoni. Mais nous y parvenions par une issue inconnue jusqu'ici. C'est certainement le tombeau le plus richement décoré de la vallée des rois. Et sur ces murs sont comptées les splendeurs de la religion égyptienne et ce que devrait être la vie idéale du défunt dans l'autre monde. Là-haut, l'image du jour et de la nuit. Le firmament et les signes du zodiaque, avec tout son cortège de dieux symboliques et de monstres inquiétants. Mais que le soleil, personnifié sous tous ses aspects, chasse au fond du néant, tandis que l'âme du défunt plane dans l'éternité. Près d'atteindre le but, nous pensions que notre découverte dépasserait en splendeur celle de Toutankhamon. Et pourtant, lorsque Carter, après des années de recherche, abattit le mur de pierre qui masquait l'entrée du tombeau, une merveilleuse révélation commença. Révélation d'un art jamais atteint. Il se trouva devant une chambre au mur en or, incrustée d'émaux. D'une main tremblante, il tira les traverses et la lourde porte s'ouvrit en grinçant. Deux autres tabernacles, encore plus richement décorés, protégeaient le pharaon. Anubis, le dieu à tête de chacal, veille fidèlement depuis 40 siècles sur le repos de l'illustre défunt. Des statuettes d'or, toutes à l'effigie du roi, étincellent à la lumière des torches. D'autres, en terre, ornent les parois. On imagine difficilement la splendeur des trésors accumulés par de puissants pharaons comme Séti Ier, quand on songe que celui-ci était le plus modeste d'entre eux. Cet enfant roi de santé fragile, mort à 19 ans, rêvait plus d'art et de poésie que de conquête. De quel rêve doré il a su entourer sa courte existence. Sur un coffret d'ivoire rempli de bijoux,
le jeune roi héroïque, à la tête de ses troupes, repousse l'envahisseur, ses ennemis du sud, les Nubiens. Son char qui l'emportait vers la victoire porte encore les traces de sanglants combats. Et sa litière, surmontée de 2 têtes de lionne, semble prête à recevoir après la bataille le corps épuisé de l'enfant roi. Le dossier de son trône, recouvert d'une plaque d'or massif, représente une scène intime du pharaon. La jeune souveraine parfume l'épaule de son royal époux, tandis que le dieu soleil inonde le couple de ses rayons vivifiants. Ce siège royal, par la perfection et la richesse de son exécution, marque sans doute l'apogée de l'art égyptien. Plus loin, de jeunes déesses au visage adorable, entourant avec dévotion de leurs bras protecteurs un tabernacle en or ciselé, veillent sur le cœur du défunt reposant sur un lit de fleurs desséchées. Et enfin, aux yeux émerveillés des savants, un premier sarcophage de ce pharaon qu'ils avaient recherché durant tant d'années sortit lentement de l'ombre. Deux autres, encastrés dans le premier et encore plus somptueusement travaillé, protégeaient sa dépouille embaumée. Le visage empreint de sérénité, le masque d'or et d'émail du petit pharaon qui se disait fils du ciel semble contempler l'infini. Tandis qu'au pied de son effigie est inscrite cette incantation: que ton nom et la splendeur de ton règne vivent encore 1000 et 1000 et 1000 années. Suivi de cette menace, la mort touchera de ses ailes qui dérangera le repos du pharaon. Dans les années qui suivirent, 32 membres de l'expédition périssaient de mort mystérieuse. Aussi a-t-on créé autour de cette découverte une atmosphère surnaturelle. Nous avons erré ensuite de tombeaux en tombeaux à travers les merveilleuses légendes de croyances pharaoniques. Sur les murs, c'est d'abord la vie quotidienne, si lointaine et si près en même temps. Des artisans munis des mêmes outils employés encore de nos jours sur les bords du Nil sont penchés sur leur travail avec application et résignation, car le peuple était réduit à l'esclavage. Plus loin, la procession des messagers de pays vaincus viennent offrir au pharaon vainqueur, pour apaiser son courroux, des animaux inconnus capturés dans les lointains déserts du Soudan. Et voici les femmes de noble condition se préparant pour la fête, entourées de jeunes esclaves leur versant des parfums, les parents de fleurs et de bijoux, au son d'une musique céleste. Et toujours l'évocation de la religion égyptienne annonçant déjà toutes les autres puisqu'elle proclame l'immortalité après le jugement dernier. Les Égyptiens croyaient à leur résurrection dans l'autre monde et ils faisaient transporter jusqu'à leur sépulture tous leurs biens terrestres qu'on entassait pour l'éternité. Les pleureuses professionnelles accompagnaient le cortège de leurs lamentations en poussant des cris stridents. Quelle consolation de quitter cette terre de souffrance pour aller voguer sur la barque du temps sous la protection de Ré, le dieu de l'au-delà. Anubis l'accueille au royaume des morts et le conduit vers Horus, dieu du ciel et des astres. Il vient ensuite se mettre sous la protection d'Osiris, tout-puissant dans l'au-delà, assurant la vie éternelle. Tandis que sur sa dépouille terrestre veillent des dieux protecteurs. Dans la vallée des Reines, où se trouvent sans doute les peintures les mieux conservées, Néfertari joue à l'antique jeu d'échecs pour distraire sa survie monotone. Et partout, c'est la même perfection dans ces fresques aux couleurs éclatantes, souvent intactes comme si elles venaient d'être exécutées.
des tombes de notables de moindre importance, ceux-ci sont immortalisés avec leur épouse au milieu des mêmes symboles. La richesse des décorations recouvrant les murs de leur sépulture était à la mesure de leur orgueil. Lorsque nous nous sommes arrachés à grand-peine à cet envoûtement, et après un tel voyage dans le passé, nous avons eu du mal à revenir vers la réalité, dans le silence de la vallée. Selim est venu à notre rencontre. Il m'a offert de partir à pied à travers la montagne pour obliger la voiture à revenir demain nous chercher. Craignant on ne sait quel danger, il a tenu à me confier son fusil avant de s'éloigner. Parvenu à proximité de notre camp, je ne pus que constater la désertion complète de mes hommes, même de ceux en qui j'avais le plus confiance et que j'espérais retrouver ici. Seul, courageusement, Arabi était demeuré près du camp pour nous attendre. Dans les vastes plaines de Thèbes et sur les bords du Nil, la nuit est descendue peu à peu. Une nuit comme il en existe seulement sur cette terre des pharaons. Isolés tous deux au fond de cette vallée de pierre, liés l'un à l'autre par la même émotion, nous écoutions la chanson d'Arabi semblant venir du fond des âges. Le lendemain, je voulus sans tarder continuer nos travaux. Je me suis rendu d'abord à Deir el-Bahari, mais j'ai tout de suite compris, en parlant à notre chef de chantier, qu'impressionné par la nouvelle de notre accident, aucun des hommes ne serait volontaire pour aller travailler dans la vallée maudite. Il ne me restait plus qu'à faire une démarche auprès d'Abdel Massoul. Des bruits suspects ayant couru sur son compte, je trouvai près de lui l'inspecteur des antiquités de Luxor venu pour le questionner. Cette démarche me répugnait, sachant qu'Abdel Massoul était hostile à nos travaux.
Cependant, lui seul pouvait me fournir des hommes. Il n'avait qu'un geste à faire pour être obéi de gré ou de force par tout le village de Gourna. Mais prétextant les préparatifs du mariage de sa fille, il s'excusa de ne pouvoir m'aider. Par contre, grand seigneur comme toujours, il nous demanda de lui faire l'honneur d'assister à la fête qu'il donnerait le soir à cette occasion. Il avait fait venir du Caire et d'Assouan les plus célèbres danseuses. Une soirée qu'il voulait mémorable et qui affirmerait son prestige dans toute la région. ما سمع ولا حاجة. Sans bien en comprendre l'importance, il mit son père au courant de ce qu'il venait de surprendre. Et à partir de cet instant, allait commencer pour moi une aventure incroyable. Dans ces régions désertiques, riches de tant de trésors cachés qu'on s'efforce de découvrir depuis des siècles, c'est une lutte incessante entre les archéologues et les pilleurs de tombes. Lutte le plus souvent à l'avantage des voleurs, grâce à leur connaissance parfaite des lieux. On aurait pu croire que cette époque d'aventure était depuis longtemps révolue. Il n'en était rien. J'allais personnellement en vivre les péripéties comme tant d'autres avant moi les avaient vécues. جنب معسكر الخواجة مارشال وعربي بيقول انه ما يعرفش المكان ده وبيسرقوا. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'Arabi a vu des voleurs de côté de vos fouilles. من هنا. Ils sont dans un souterrain qu'on ne connaît pas. Averti à temps, j'étais fermement décidé, malgré les risques, à intervenir. Mais où les a-t-on vus Près exactement? des chantiers. Là-bas, de l'autre côté de la montagne, monsieur Marshall. Juste de l'autre côté. Mais de quel côté? En descendant vers l'autre versant, en faisant le tour de la montagne. Arabi connaît bien. Reste avec lui. اتفضل اركب. Je reviendrai tout à l'heure. خلي بالك لما توصل. Cependant, à proximité de Gourna, la fête commençait suivant ses rites. Dépêchez-vous! Yalla! Allons! Vite!
Arabi, qui m'attendait, m'indiqua le passage par lequel il avait vu sortir des hommes. Avec appréhension, je me suis enfoncé dans ce couloir dont je ne soupçonnais pas l'existence et que je devinais plein d'embûches, car j'avais le souvenir d'aventures similaires terminées tragiquement.
مشمش وحده على السرداب الاولاني. وقضى فين؟ قاعد هنا. ابن الحرام، يلا بينا. عن اذنك. Daniel était venu assister à la fête. Inquiète de mon absence, elle avait surpris un conciliabule entre Ali et l'un de ses hommes qui n'avait fait que confirmer ses appréhensions. Je me sentais traqué de tous côtés dans ce dédale de couloirs sans fin et sans issue. Je n'avais même plus la ressource d'appeler à l'aide mes hommes restés dehors. مشي من هنا، حلقوا عليه. Au hasard de ma fuite, malgré ma situation désespérée, j'ai découvert un sarcophage abandonné. C'était celui signalé dans les plans que nous avions vainement essayé de trouver. Son emplacement devait orienter nos recherches. Nous nous étions bien trompés sur le compte d'Ali. Apprenant en pleine fête que je me trouvais en danger, aux prises avec Kada et sa bande qui pillaient la vallée depuis des années, il était parti à mon secours. Alertant mes hommes, il m'a probablement sauvé la vie par son intervention rapide. Et moi, dans mon impatience, sitôt le danger éloigné, je suis retourné vers ce sarcophage que j'avais entrevu. C'était bien celui de Menefta que nos calculs situaient à proximité du couloir que nous cherchions. C'était le dernier maillon qui manquait à notre chaîne. À quelque temps de ces événements dramatiques, Abdel Massoul, comprenant qu'il n'aurait rien à gagner en cherchant à entraver mon avance, s'est mis à ma disposition. Et nous avons repris ensemble nos travaux avec de plus grands moyens. J'ignorais encore que les événements politiques m'obligeraient à abandonner cette terre d'Égypte à laquelle j'étais tant attaché. Mais alors que s'achevait ma mission d'archéologue, un événement bien imprévu allait changer le cours de ma destinée. Dans une lettre qui me parvenait, Daniel m'annonçait son départ. Craignant de gêner mon travail, elle avait pris cette résolution.
Très heureuse de me savoir hors de danger, elle préférait, quant à elle, s'en aller sans me faire des adieux qu'elle redoutait trop pénibles. Quand cette lettre me parviendrait, la voiture serait déjà partie vers le Nil. Ce message était un aveu et pour moi, une révélation. Ce départ m'avait tout à coup bouleversé. Serait-il encore temps de la retenir ? Lorsque Daniel vit s'éloigner ce paysage qui avait pour elle des résonances si émouvantes, la poussière soulevée par la rapidité de sa fuite lui parut devenir une barrière infranchissable entre ce passé si proche et son avenir incertain. Mais quand j'ai vu tout au loin la voiture s'en aller, point minuscule dans l'immensité de la plaine de Thèbes, j'ai compris que la distance entre nous ne serait rien désormais et que nos destinées se rejoindraient un jour. Quand Daniel fut près d'atteindre la rive opposée, faite de la rumeur du monde civilisé, et qu'elle vit disparaître cette vallée renfermant dans ses flancs la plus prodigieuse histoire des hommes, elle comprit qu'elle était pour toujours attachée à ma vie aventureuse. Et elle savait qu'il ne lui restait plus qu'à attendre soit mon appel, soit mon retour en France. Or, les événements de Suez, qui devaient interrompre mes travaux, allaient apporter une compensation à ma déception, en précipitant mon retour vers Daniel qui m'attendait à Paris.